Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier webinaire de Ça part en com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment d'échange autour de la stratégie de communication et de la stratégie de marque. Pour enrichir cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir 3 professionnels du secteur qui partageront leur expérience, leur vision sur les métiers, ainsi que les grandes tendances du marché. Ce webinaire a aussi pour l'occasion de faire le lien entre les programmes qui sont proposés à Sub de Pub et les attentes du marché, pour mieux comprendre justement les compétences qui sont attendues aujourd'hui au sein des différentes structures. Donc merci à tous d'être présents à tous les 3 pour ce moment. Je vous propose de vous présenter du coup dans un premier temps. Donc Souila, je te laisse te présenter. Oui, merci, bonjour, je m'appelle Souila, merci de m'accueillir. Je suis une professionnelle de la communication et de l'accompagnement. Donc après 15 ans passés en stratégie de communication, business développement pour des annonceurs et des agences, j'ai monté ma propre structure qui s'appe Boralab. Et mon sujet ces dernières années, c'est la culture client en fait, dans les organisations. Donc je mets mon expertise de marque au service de ce propos-là, de la culture client. Et globalement, j'accompagne dirigeants, les managers et leurs équipes justement à faire du client une culture incarnée, partagée et vivante dans les organisations. Pour ça, je propose des accompagnements collaboratifs, conseils, des formations assez concrètes pour faire évoluer les postures en interne. Et puis également des conférences sur mesure à la demande du client pour impulser, inspirer les équipes autour de ce sujet qu'est la culture client. Voilà. Merci beaucoup. Yann, je te laisse prendre le relais. Ouais. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Yann Hervouet, j'ai 46 ans. Je suis alumni Sub de Pub il y a une vingtaine d'années, à Sub de Pub Paris, puisque Lyon n'existait pas encore. J'ai travaillé en agence de publicité et aujourd'hui je suis chez l'annonceur. Je suis directeur com interne et institutionnel à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Pour situer un peu, la com chez BP Aura, ce sont 13 personnes et c'est une équipe, une belle équipe qui est pilotée par Sandrine Richard, qui est la DIRCOM de la banque. Ok, merci à toi. Tara, du coup. Je m'appelle Tara Nuc, je viens du marketing événementiel, diplômée d'un MSc2 en événementiel et relations publiques. J'ai choisi de partir directement sur le terrain puisque j'ai monté en 2016 ma structure d'accompagnement d'artistes. J'ai ensuite rejoint un label de musique électronique qui s'appelle Nashton Records pour monter un projet de formation pour des jeunes DJ producteurs qui fête aujourd'hui sa 11e édition. Aujourd'hui, je navigue entre accompagnement d'artistes, consulting, organisation d'événements comme des conférences, des événements musicaux, et puis beaucoup de formations puisque j'interviens dans des écoles supérieures depuis pas mal d'années maintenant. Ok. Merci à tous les 3 du coup pour votre présentation. On va commencer et se plonger directement un petit peu sur le marché. La question aujourd'hui que beaucoup d'étudiants, de jeunes diplômés ou peut-être déjà actifs se posent, c'est vous, votre vision, comment se porte un petit peu aujourd'hui le marché de la communication au sens large. J'allais dire assez rapidement parce que du coup je pense que c'est un sujet qui est assez vaste. On a chacun un peu notre vision, mais voilà, je suis très intéressée du coup de connaître un petit peu votre avis là-dessus. Ouais. Alors moi, du coup, plutôt du côté de l'événementiel, c'est un marché qui est porteur et en pleine transformation. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut être à la fois créatif, à la fois à l'écoute de ces différents publics, proposer des choses pertinentes, des choses qui ont du sens et qui reposent également sur des grandes tendances en termes d'inclusion, en termes de respect de l'environnement, etc. Mais effectivement, un marché qui reste très porteur. Moi, je te rejoins. Le contexte économique, il est compliqué pour toutes les entreprises, y compris celles de la communication. Donc, forcément, c'est pas un marché tout rose. Pour autant, ça communique, ça continue à communiquer. Donc, comme tu dis, ceux qui sont créatifs, ceux qui ont envie, il y a des choses à faire. Oui, je pense que c'est un climat qui peut être en effet un peu plus tendu. Les entreprises et les marques ont besoin aussi de rayonner d'une autre façon. Et c'est en étant créatif, je pense qu'on peut l'être avec tout un tas d'initiatives et d'innovations aussi. Je sais pas quel est ton avis du coup là-dessus, celui-là. Bien sûr, je rejoins totalement. Il y a le sujet des budgets aussi et des moyens mis à disposition. On en reparlera probablement un petit peu plus tard, un peu plus en détail, qui vient un petit peu chambouler, on va dire, les usages, la manière de faire, l'exécution, etc. Maintenant, le besoin, il reste présent. Donc, en fait, le marché continuera de perdurer. Enfin, il va perdurer. C'est surtout un marché où on a de très belles carrières à faire. Enfin, ça, c'est ma conviction profonde. Et encore de belles choses à accomplir et à réaliser. Oui, complètement. Ça me permet de rebondir aussi sur
le fait que c'est un marché aussi qui est en mouvance, qui est en transformation. Donc il y a des différents types de structures. Aujourd'hui, dans la communication, on peut se retrouver en agence, on peut se retrouver chez l'annonceur, se retrouver freelance. On en avait parlé, je pense que c'est bien aussi d'avoir votre avis un petit peu là-dessus, notamment peut-être toi, Souila, sur le côté freelance et Tara aussi, parce que voilà, c'est quelque chose qui émerge beaucoup et il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui se posent la question, beaucoup plus qu'avant. J'allais dire, c'est pas de la seconde main, c'est une vraie, aujourd'hui, c'est une vraie prise de décision à la fin des études, des fois, de se lancer et d'avoir confiance du coup là-dessus. Donc, quelle est un petit peu votre opinion du coup là-dessus? Ouais. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai un peu expérimenté toutes les modalités, que ce soit l'annonceur, l'agence et le freelancing, quelque part. Alors après, à des périodes différentes, avec des contextes économiques aussi différents. Donc, c'est aussi à relativiser. Néanmoins, je pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a plein de terrains de jeu, en fait. Et ce terrain de jeu-là, qu'on soit côté agence, côté annonceur, en freelancing, en fait, il y a beaucoup de choses à explorer, ça bouge tous les jours. Et c'est en ça aussi que c'est porteur. Voilà, le marché et les possibilités de carrière. Avant, on avait des carrières toutes faites, voilà, on passait, par exemple, on faisait l'agence et puis après l'annonceur. Oui, ça peut, et c'est encore le cas. Preuve en est, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus perméable. Mais c'est aussi, voilà, à l'image de nos carrières, qui sont beaucoup plus fragmentées, on va dire. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que aujourd'hui, en effet, on peut être un freelance qui compte sur le marché. On peut travailler avec des entreprises, des grosses entreprises, pas que des petites. Enfin voilà, il y a beaucoup de manières d'interagir en fait entre ces acteurs. Ça, et puis il y a un autre acteur aussi, alors qui fait partie des agences, de l'écosystème, mais il y a les médias qui vient se greffer à tout ça. Et je trouve que c'est d'autant plus passionnant que c'est fragmenté aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, oui. Je te rejoins complètement là-dessus. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que directement à la sortie de mes études, j'ai eu, on peut le dire, le cran, je pense, de se lancer directement en freelance. Il y a 10 ans, l'économie n'était pas la même tout à fait que celle que l'on rencontre actuellement. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour les gens qui, effectivement, ont cette sensibilité-là d'entreprendre, d'oser surtout. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les qualités requises pour ce genre de métier. Moi, je te rejoins. Un freelance, c'est un entrepreneur. Il faut avoir envie d'être entrepreneur pour être freelance. La motivation, il faut qu'elle soit là, sinon tu te trompes. Ça, c'est sûr. Complètement. Du coup, un petit peu par rapport à vos visions, j'allais dire, parce que vous avez des parcours différents et à la fois, au final, vous couplez ces trois principaux, même un peu médias aussi. Quel est un petit peu votre regard aujourd'hui sur notamment un peu les idées reçues qu'il peut avoir sur différents secteurs de la communication? Du coup, vous avez certainement pu le rencontrer peut-être à travers vos carrières professionnelles, d'un point de vue extérieur ou même directement concerné. Il y a des secteurs qui sont jugés moins attractifs, en tout cas d'un point de vue des fois étudiant et même actif. Donc, quel conseil vous donneriez justement à ces étudiants-là de s'intéresser justement peut-être à des secteurs qui, sur le papier, sont peut-être un petit peu moins vendeurs, on va dire? Oui, on en parlait. On en parlait tout à l'heure. Moi, je suis un bon exemple. J'ai travaillé en agence, j'ai travaillé dans une ONG et je travaille aujourd'hui dans une banque. Quand j'ai fait Sub de Pub, si on m'avait dit « Est-ce que tu as envie de travailler dans le secteur bancaire ?» j'aurais dit non. Et pour autant, c'est le secteur dans lequel, dans ma carrière, je me suis le plus éclaté et je m'éclate encore. Et je crois que le secteur a finalement pas tant d'importance que ça, de mon point de vue en tout cas. Ce qui fait l'intérêt, c'est plutôt la culture de l'entreprise et l'appétence de l'entreprise et de son dirigeant pour la communication et la place de la communication dans cette entreprise. Et moi, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui a une culture de com dingue, un dirigeant qui adore la com et qui, du coup, donne une vraie place à la communication. À partir de ce moment-là, on s'éclate. Donc, le secteur, pour moi, avec le petit recul que j'ai, n'a pas vraiment d'importance. Il n'a pas vraiment de sens, en fait. Et moi, j'irais même plus loin. Dans mon parcours, moi, j'ai commencé chez l'annonceur, puis après, je suis passée en agence. Et chez l'annonceur, j'ai commencé dans une PME industrielle qui vendait des outils pneumatiques et des compresseurs d'air. Il y a plus sexy, sur le papier, clairement. Quand tous mes amis diplômés d'école de commerce partaient chez Procter & Gamble, L'Oréal, tous les gros faiseurs du marketing, je suis allée m'enterrer dans le 42 avec... voilà. Mais... En fait, ce que ça dit, et c'est là où les choix, on les fait à ce moment-là, on sait pas trop, on y va, on se dit, waouh, ça, c'est pas... Mais je me suis éclatée. C'est-à-dire que pendant 4 ans, en fait, j'étais finalement, avec, comme tu dis, un dirigeant qui a créé le poste, en fait, pour ça, qui avait envie d'insuffler de la communication B2B, et de structurer ce poste-là. Et donc, assez vite, j'ai pu accéder aussi à des responsabilités que je n'aurais jamais eu en étant assistant marketing de chez Ariel, ou de chez L'Oréal. Alors,
Au final, mes collègues de l'école ont fini par accéder à ces postes-là et c'est très bien, grand bien leur face. Et il y a des très belles carrières aussi. Hein. Je veux pas opposer les mondes, mais pas d'a priori sur le secteur en fait, parce que t'as des super belles carrières à faire dans l'industrie notamment. Enfin voilà, le secteur des services. Faut être assez ouvert et se dire finalement c'est quoi sur le papier, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi la feuille de route, c'est quoi l'ambition de l'entreprise quoi par rapport à ça. Complètement, et du coup je vous rejoins sur le fait que je pense qu'il y a une grande qualité à avoir et ça fait partie justement de cette ouverture sur les secteurs. C'est la curiosité aussi, c'est qu'il y a beaucoup des fois d'a priori sur certains secteurs, il faut être curieux en fait d'aller un petit peu plus loin et gratter au final de ce qu'il y a derrière parce que je pense que ça peut correspondre au final à beaucoup de profils. C'est juste que voilà, il faut s'y intéresser, il faut franchir ce cap-là de sur le papier en effet, j'ai pas l'impression que ça colle mais en fait finalement c'est quelque chose qui peut embarquer en fait une carrière où en fait c'est hyper stimulant créativement parlant et même en termes de challenge tout au long de sa carrière. Je fais une transition aussi un petit peu vers les formations qui sont proposées à Subdepub. Tara et Soula, vous êtes intervenante du coup et référente pour des filières du coup au sein de l'école. Quelle est votre vision par rapport justement aux besoins du marché et comment à Subdepub on essaye en tout cas d'apporter ces compétences-là à nos étudiants. Est-ce que voilà, on répond à ces besoins? Est-ce que voilà, on est en phase, on va dire, avec le besoin des entreprises? Pour moi, oui, tout à fait. Hein. Cette intention de Sub de se renouveler et de proposer du contenu adapté à l'évolution aussi des pratiques, à la fois en communication, en événementiel et puis toutes les autres matières, modules que l'on va pouvoir proposer. Je prendrais peut-être un petit peu le contre-pied de ce que vous avez dit en disant que on peut penser que certains secteurs sont plutôt liés à strass et paillettes, comme ça peut être le cas pour moi, à la fois en tant que productrice d'artistes, mais également en tant que profession événementielle. C'est qu'on peut penser que c'est un secteur qui est fun. Alors évidemment, c'est le cas, mais derrière, il ne faut absolument pas oublier que c'est un secteur où la rigueur, la gestion du stress, la question de la logistique est au centre des activités. Donc je pense qu'à Sub, effectivement, on peut proposer toutes ces choses-là en lien avec les intérêts du marché, tout simplement. Ok. Du coup, ça me permet de faire une petite parenthèse et de te poser là un peu la question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une partie de nos étudiants qui sont très intéressés par le secteur de l'événementiel. Je pense que tu connais maintenant un peu les rouages aussi des métiers. Comme tu dis, ça fait un peu paillette, toi, le job que t'as. Est-ce qu'il y a une petite anecdote que tu peux nous raconter sur, je sais pas, un retard d'un artiste, comment tu gères, etc. Et tout ce côté, voilà, qu'on voit pas forcément sur le papier et qui peut-être est moins visible pour les étudiants, ouais. Tout à fait. Il faut savoir que l'imprévu dans l'événementiel, c'est en permanence. Pour les 10 ans de mon label, on a fait venir plusieurs artistes dans un lieu qui s'appelle Les Subsistances, les Subs à Lyon, un endroit pluridisciplinaire vraiment très intéressant. Un des artistes, en fait, était coincé dans le train, ce qui a fait qu'on a dû revoir finalement les soundchecks, ce qu'on appelle les balances, pour que l'artiste puisse quand même faire ses balances et qu'on puisse rentrer dans nos délais. Au final, ça s'est très bien passé, mais effectivement, ce truc un petit peu impromptu qui peut arriver, c'est effectivement une des grands éléments de l'événementiel. Ouais, et je complète. Nous, on organise beaucoup d'événements. Enfin, on fait environ 200 événements par an à la banque. Alors, on fait pas que des événements à 3000 personnes, mais faut bien comprendre que organiser un événement, c'est d'abord du planning. Donc, c'est d'abord des fichiers Excel, d'abord des presses PowerPoint, avant d'avoir le setup, l'artiste, etc. C'est quand même 3 mois de réunions, d'orga, de comment on fait, à quelle heure il arrive, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il diffuse, etc. C'est l'aboutissement, effectivement, est quelque chose qui peut amener des paillettes. Mais moi, je conseille vraiment aux étudiants, allez passer 3 jours en agence événementielle, regardez le métier. C'est un super métier. C'est un métier d'organisation d'abord. Ouais, de rigueur, comme tu disais. Tout à fait. Ouais. Et ça, peut-être par rapport à Subdepub et justement la proposition de valeur de l'école, je trouve qu'on est plutôt très bien en phase. Alors là, il y a l'exemple de l'événementiel. Alors moi, j'interviens plutôt sur la stratégie de marque et de l'activation de marque, sur des différentes formations, des masters planning stratégique ou communication, stratégie média. Et là, ce qu'on va vraiment s'attacher, et plutôt sur des masters 2. Le master 2, on est là pour élever, en fait. Voilà. C'est-à-dire que on a vu un certain nombre d'acquis, d'outils, de choses qui sont parfois même les étudiants nous disant on l'a déjà vu. Oui, non, mais en fait, tu l'as déjà vu, mais avec des intervenants différents, un apport différent. Master 2, on élève. Et en fait,
il y a ce truc de un peu repartir sur de la culture de marque. Moi, je les challenge beaucoup là-dessus. Produire une pensée sur de la marque, quoi, en fait. Ça, c'est hyper important parce que quand on arrive en entreprise ou en agence, d'ailleurs, quel que soit faut pouvoir avoir ce recul-là et savoir parler des marques. Enfin, moi, je les challenge beaucoup là-dessus et le programme tel qu'il est fait nous permet ça. C'est-à-dire que si je prends le Master 2 dans lequel j'interviens, il y a vraiment des phases dans l'année où on est sur les fondamentaux, on reparle un petit peu de cette culture créative, culture des marques. Une deuxième phase un petit peu plus orchestration, en fait. Comment tout ça s'imbrique et comment, par exemple, quand je suis en Master 2, je vais pouvoir un peu prendre tous les outils que j'ai vus au cours des années précédentes et je vais convoquer un petit peu tout ça. Puis après, il y a un peu la phase aussi mesure de la perf, quoi. Parce que, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre et que on leur explique que c'est pas parce qu'ils vont arriver en entreprise que d'un coup ce sera open bar, le Graal, non. Enfin, je pense que tu peux témoigner, il y a un moment donné, même avec une équipe de 13 personnes, des budgets, il faut faire des concessions, des arbitrages, des budgets, ça se défend. Il faut sans cesse partir et avoir cette capacité aussi d'argumentation, quoi, en fait, de défendre son sujet. Eh ben, on y arrive, en fait, je trouve. En tout cas, l'expérience et le recul que j'ai sur Sub de Pub, à les équiper là-dessus. Et à faire, en tout cas par rapport aux titres de manager de la marque sur lesquels nous, on intervient particulièrement avec Tara, c'est ça être stratège de marque aujourd'hui, quoi. C'est pas juste de la théorie, de la pratique, c'est aussi avoir cette envergure. Ouais, complètement. De défendre une recommandation, d'être aussi c'est ça. Challengé un peu dans ses et défendre en fait ses idées. Et comme tu dis, je pense que il faut aussi avoir conscience que c'est pas open bar quand on arrive en entreprise ou en agence. Au contraire, c'est un contexte économique qui est indéniable et ça va pas aller en s'arrangeant. On va pas se leurrer. Aujourd'hui, comment faire mieux avec moins, en fait. Enfin, c'est toujours un peu. Alors, je sais pas si c'est aussi radical, mais il faut leur apprendre à faire ça, en fait. Et c'est aussi... Puis avant tout, pourquoi je le fais, d'abord. Oui, pourquoi je le fais, pourquoi je le fais. Et une fois que je le fais, ok, mais finalement... Et encore une fois, le fait que ce soit pas open bar, c'est un levier créatif. C'est la contrainte qui permet de faire quelque chose d'intéressant. Parce que finalement, sinon, on va au plus facile, au plus rapide. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi. Oui, complètement. Du coup, pour vous, qu'est-ce qui ferait la différence un petit peu sur le terrain? Déjà, dans un premier temps, peut-être un alternant, donc un étudiant justement qui est en apprentissage encore. Comment il va arriver à faire la différence par rapport à d'autres étudiants? Et dans un second temps, du coup, peut-être un jeune diplômé qui arrive en entreprise. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir le démarquer, soit que vous avez observé à titre personnel ou professionnel, soit que vous avez peut-être pu appliquer après au cours de vos carrières? Moi, je dirais dans un premier temps la proactivité. On comprend bien que l'étudiant en formation est là pour apprendre. Le fait de poser des questions, d'être proactif, je trouve que c'est déjà une grande qualité où on n'a pas peur de se sentir pas à la hauteur, où on va de l'avant. Je dirais aussi, plutôt quand on est jeune diplômé, pour faire la différence quand on passe par exemple un entretien d'embauche, ce côté de l'audace. Avoir de l'audace, ne pas avoir peur de bousculer un petit peu les codes et de se faire remarquer pour nos soft skills, donc qui on est au-delà de ce qu'on sait faire. Le côté humain, la qualité relationnelle, l'aisance relationnelle, pour moi, c'est extrêmement important. Bien sûr, ça se construit avec le temps, avec les expériences, mais de mon ressenti, de ce que je peux voir aujourd'hui, voilà un peu ce que je pourrais en dire. Ok, hyper intéressant. Du coup, Souila, je peux te demander aussi ton avis. Déjà, je valide tout ce qu'elle a dit à 200% sur ces aspects-là. Je rajouterais peut-être 2 choses. La première, c'est la curiosité. Soyez curieux, soyez boulimique de contenu, essayez de comprendre, de décortiquer, de vous renseigner, de creuser, d'ouvrir un peu ses chakras sur plein de sujets, pas que les sujets qui font notre quotidien, qui font que qui sont dans notre mission ou dans ce qu'on attendrait de nous, en fait. Cette curiosité-là, moi, je les tanne avec ça, les étudiants, et je leur dis, vous vous débrouillez. Le moyen, je m'en fiche. Ok, vous ouvrez plus de bouquins, faites comme vous voulez. Mais ça, c'est capital. Et deuxième chose, c'est l'intelligence situationnelle. Ça pourrait être un peu traduit comme de l'adaptabilité, mais je préfère ce terme d'intelligence situationnelle. C'est vraiment cette capacité à faire avec ce qu'on a et ce qui tombe au moment où ça arrive. Je suis dans une équipe, une organisation, une agence, et je dois m'adapter sans cesse. En fait, j'ai une tuile, ça se passe pas comme prévu. On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec cette histoire d'événementiel et des imprévus. En fait, c'est cette capacité à réagir et à s'adapter et à avoir en fait
ces réflexes-là. C'est hyper important quand on arrive dans une entreprise parce que on a toujours un peu ce truc de se dire, un jour je serai grand, je serai dans une boîte où tout roule et où j'ai quelque part ce truc, ce budget, les manières, tout. En fait, il y a peu de situations réellement parfaites où je dois lancer ce projet, où toutes les planètes s'alignent. En réalité, on doit composer avec les difficultés et les imprévus du contexte économique, du contexte de l'entreprise, voilà. Et puis du métier, tout simplement, en fait, la communication qui bouge, etc. Super, merci beaucoup pour ton complément justement de réponse. Je vais m'intéresser plus particulièrement du coup à toi, Yann, qui est un alumni du coup de Sub de Pub. Tu as eu l'occasion un petit peu de te présenter au début, tu as eu l'occasion en effet de travailler à la fois en agence, dans une ONG, aujourd'hui plus chez l'annonceur. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ces différentes expériences professionnelles, du coup avec le recul bien évidemment maintenant que tu as? Peut-être que l'agence t'a permis de te rendre compte de certaines choses et inversement, enfin voilà. Oui, moi je vais rentrer en agence à la sortie de Sub de Pub parce que c'était ce que j'avais le plus envie de faire. Dans toutes mes expériences, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt et assez complémentaires. Il y a l'émulsion créative de l'agence qui est séduisante. J'avais besoin à un moment d'un peu plus de profondeur stratégique et d'accompagnement de marque sur le long terme. Et c'est pour ça que je suis passé chez l'annonceur et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'y suis encore. C'est parce qu'il y a vraiment ce truc qui me porte. Mais après, chacun va chercher ce qui est le plus important pour lui. Après, globalement, agence, entreprise, petite entreprise, on était 5 dans l'ONG, on est 3200 aujourd'hui à la banque, c'est des mondes différents, etc. Quelque part dans la communication, il y a des invariants, peu importe le secteur, la taille, etc. C'est qu'un brief est un brief, une analyse stratégique reste une analyse stratégique, peu importe, parce que c'est le moyen qu'on a tous de parler le même langage. Donc, quelque part, peu importe le métier qu'on fait, il y a des invariants, du moins de mon point de vue, que moi j'ai retrouvé partout dans ma carrière. C'est effectivement ça, cette capacité à analyser des problématiques, à en faire une stratégie de communication, à la traduire dans un brief, etc. Du coup, ça me permet de rebondir sur ta formation à Sub de Pub et qu'est-ce que toi, tu as pu retenir en fait de ces années à Sub de Pub? Qu'est-ce qui t'a marqué à la fois, qu'est-ce qui t'a intéressé en tout cas pendant cette formation et qui t'a peut-être servi pour la suite en tout cas et t'a lancé, on va dire, sur le marché après? Ah bon, moi j'ai beaucoup de bons souvenirs de Sub de Pub, sinon je serais pas là. J'ai des bons souvenirs personnels déjà parce que j'y ai rencontré des amis. J'ai des bons souvenirs intellectuels parce que j'ai trouvé que c'était une formation qui était très ouverte. Tu parlais d'ouverture d'esprit. Moi, j'ai vraiment trouvé ça à Sub de Pub, que je dis toujours, mais c'est vrai, c'est que j'avais des cours de marketing, ce qui est assez logique dans une école de pub. J'avais des cours de géopolitique, ce qui est un peu plus original. Et je trouve qu'il y a vraiment cette recherche permanente d'ouvrir les esprits, de nourrir les étudiants autrement que simplement par de la théorie en communication, etc. Et ça, c'est vraiment un plus. Et après, professionnellement, moi, j'y ai trouvé une formation très adaptée aux besoins du métier derrière, c'est-à-dire une formation à la fois théorique, forcément de qualité, mais assez poussée de façon opérationnelle, avec des intervenants professionnels, avec des compétitions régulières proposées par des agences sur des cas concrets, réels, etc. Ce qui permet de se projeter assez vite et assez concrètement dans le monde professionnel dans lequel on va évoluer derrière. Du coup, tu parlais de copains que tu as trouvés en effet à Sub de Pub. Ça me permet de rebondir aussi sur l'importance du réseau. Vous avez tous des réseaux professionnels que vous étoffez et vous enrichissez, on va dire, chaque année. Tu as eu l'occasion certainement peut-être de garder contact en effet avec des anciens de Sub de Pub. Est-ce qu'il y avait des personnes avec qui tu travailles au quotidien et pour toi justement un peu ta vision de l'importance du réseau, et encore plus aujourd'hui du coup où le marché se tend et Oui, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps sur un dossier de retrouver un alumni Sub de Pub qui était à peu près en même temps que moi, donc c'était assez rigolo. Mais je dirais que globalement le réseau, ça se travaille toujours, peu importe que le marché soit tendu ou pas tendu, et bien travailler le réseau, c'est le faire sans arrière-pensée première. C'est-à-dire, si je viens travailler le réseau en disant « moi j'ai besoin de ça » et une fois que je l'ai, je m'en vais, on n'a rien compris. C'est pas ça le réseau. C'est d'abord, on parlait de qualité personnelle tout à l'heure, mais en fait c'est d'abord être intéressé à rencontrer du monde, à dire « qu'est-ce que tu fais toi, c'est quoi ton parcours, tiens c'est sympa, ah mais tu travailles là-dessus, mais tu connais peut-être un tel, non, je vais te le présenter ». C'est ça faire du réseau. Et c'est là où une promotion d'étudiant, elle a tout à gagner à rester en contact, à dire sur quoi tu travailles, etc. De mon point de vue, c'est ça le réseau. Il est clair que ça se construit sur la durée, ça commence dès les premières années. On n'en prend pas forcément toujours conscience quand on est en études. C'est pour ça que c'est important pour
nous, intervenants, moi je les martèle beaucoup là-dessus aussi, et de leur dire, finalement, ça fait partie de la composante curiosité, en fait, voilà, d'aller voir dans les réseaux ce qui se passe dans la profession. En fait, il y a des réseaux, on en parlait, des réseaux professionnels dédiés à la communication, que ce soit sur Lyon, sur Paris, enfin sur tout le territoire national. Ça, c'est des choses, on voit encore trop peu d'étudiants pousser la porte et oser pointer son nez, en fait, alors que c'est hyper important. Et c'est d'autant plus important aussi aujourd'hui qu'on est dans des formations qui sont principalement propulsées par l'alternance. Et qui dit alternance dit effet de promo un peu moins puissant que ça pouvait être à des époques où on passait beaucoup de temps ensemble. Il y avait encore plus de raisons peut-être de rester en contact et voilà. Là aujourd'hui, il faut aller un peu chercher ça. C'est-à-dire que on a des étudiants qui parfois se connaissent à peine parce que ils passent un certain nombre d'heures dans l'année, mais c'est très dilué. Et régulièrement, moi, dès que j'ouvre un module, je leur dis, en fait, demain, vous allez bosser ensemble. Demain, peut-être que vous allez vous associer, vous allez monter un projet ensemble. Peut-être que vous allez vous échanger des profils de collaborateurs qui iront cultiver ça, en fait. Ne soyez pas juste consommateur d'un contenu qui serait délivré et voilà. Parce qu'en fait, quand je suis un peu, proactif, comme tu disais tout à l'heure, Tara, c'est là que je trouve du sens, en fait. Donc, il faut aller un peu le chercher et pas attendre que ça vienne que de l'école aussi. Oui, complètement. Et en effet, l'école vous apporte un réseau parce que les intervenants sont des professionnels du secteur. Donc c'est un premier vivier. Mais en attendant, il faut aller le chercher. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut pas hésiter à taper un peu des fois aux portes en fait et que ça soit un échange aussi des fois de bons procédés, que ça soit pas que dans un sens. C'est surtout que on se rend compte que des fois, c'est très enrichissant en termes d'échange, simplement d'aller boire un café pendant 15 minutes, d'échanger avec des personnes d'autres secteurs qui potentiellement peut-être pourront servir plus tard. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a un vrai sujet sur le réseau de pouvoir vraiment l'alimenter, l'entretenir tout au long de sa carrière. Moi, je conseille aux étudiants, tu parlais d'audace tout à l'heure, de pas avoir peur en fait d'envoyer un message à un DIRCOM, un machin... peu importe, je veux dire, on a tous été étudiants, on a tous démarré. Moi, je ne connais personne que ça ennuie d'aider un étudiant à trouver un stage ou un machin. Personne. Si on peut le faire, on le fera. Donc, allez-y, tentez. Je veux dire, envoyer un mail sur LinkedIn, c'est facile. Venez nous rencontrer, etc. Si on peut le faire, on le fera. Oui, et puis même, on en a parlé, mais d'avoir des fois simplement des retours, peut-être sur son CV, sur peut-être la façon de se positionner vis-à-vis des entreprises, où vous restez des professionnels, même si vous recrutez pas ou que vous connaissez pas forcément de personnes qui recrutent, je pense que c'est toujours bien pour les étudiants d'aller chercher ce contact-là avec vous pour se faire peut-être un petit peu conseiller, d'avoir un autre regard. Vous allez potentiellement recruter et vous êtes en lien avec des personnes qui recrutent, donc vous êtes forcément en phase avec ce qui est recherché sur le marché et encore plus avec les personnalités de chacun, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué pour des étudiants à la fois dans un premier temps en alternance et même sur le marché de se différencier. Notamment aujourd'hui avec l'IA, c'est encore plus complexe au niveau des CV. Il faut être vraiment force de proposition. Et je pense qu'il faut aller ailleurs, faut pousser un peu plus. Il faut pas juste envoyer un CV ou appeler et rappeler l'entreprise. Je pense qu'il faut aller plus loin et notamment peut-être en effet envoyer un message sur LinkedIn, etc. Oui. Je pense que c'est des choses qui se font du coup beaucoup plus aujourd'hui. Moi, je le dis souvent, décentrer le truc de soi, sa personne et son profil et son CV. En fait, tu peux tout à fait avoir une démarche proactive, professionnelle. Demain, tu envoies un message à Yann, et tu dis, finalement, moi, le métier de la banque m'intéresse. Et puis, j'aimerais faire une interview métier, en fait, sur ce qu'il fait lui, son quotidien. Moi, si j'ai un étudiant qui se présente comme ça, je vais pas lui dire non. Je vais dire, bien sûr, les gens, ils adore parler d'eux. C'est normal. On est tous pareils, on est tous. Et si je peux aider, c'est encore mieux, en fait. Parce que je me souviens de moi, mon parcours et comment ça a pu être aussi au début un peu semé d'embûches, quoi. Par contre, c'est une posture. C'est pas je t'envoie mon CV, parce que ça, on l'a aussi. Et c'est ça où il faut être beaucoup plus vigilant. Et pour moi, c'est là qu'on peut se démarquer. Et puis demain, on se rencontre. Hop, il y a un échange. Je recruterai peut-être pas le jour J où j'ai pas besoin, mais par contre, j'entends parler, je vais recommander cette personne. Ça se joue des fois à pas grand-chose. C'est Exactement. Un bon timing aussi. La vie est faite de rencontres et je pense de bon timing. En effet, il faut se donner les moyens pour y arriver. On va un petit peu conclure du coup cet échange. Vous,
Quel conseil vous donneriez justement à un étudiant qui rentre soit sur le marché du travail, soit qui cherche peut-être une entreprise en alternance? Peut-être que vous seriez appliqué avec le recul quand vous recherchiez du coup un jeune poste. Pour moi, ça rejoint un peu ce que je disais sur l'audace, c'est tout simplement d'oser, ne pas avoir peur de faire peut-être mal ou de se tromper. On est dans des secteurs qui sont porteurs et où le fait d'être force de proposition est extrêmement important. Donc développer ses compétences relationnelles, effectivement. Et puis, ne pas avoir peur d'expérimenter plusieurs aventures professionnelles jusqu'à trouver la bonne. On se dit souvent, quand on est diplômé, on doit se mettre directement dans une branche. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. De suivre un peu son intuition aussi. Et puis, ne pas avoir peur. Ce serait vraiment ça. Peut-être plus que de leur donner un conseil en soi, je leur dirais ce que moi j'attends de quelqu'un que je recruterai. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais. Bien sûr, je veux des gens qui connaissent la communication, qui ont un esprit, qui ont une connaissance de l'analyse stratégique, etc. Ok, mais je veux surtout, en fait, des gens qui ont envie, qui écoutent, qui sont capables d'écouter, de s'intéresser, qui sont enthousiastes, avec qui j'ai envie de travailler, en fait. Les compétences, ils les auront à l'école. Maintenant, c'est la posture, effectivement. C'est exactement ce que tu dis le dis très bien. Si j'avais un conseil à leur donner, ce serait ça. Ah, il faut passer après ça. Ça va rejoindre un peu mon propos sur la culture client. Enfin, c'est questionner, quoi. C'est relié à l'écoute, en fait. Posez des questions, creusez le sujet, intéressez-vous à votre cible. Cette connaissance globale. Et ça, c'est en posant des questions, c'est de l'écoute active, en effet. C'est cette capacité de rebond quand je suis en entretien. C'est faire des ponts, faire des liens. En fait, c'est en faisant qu'on apprend à ça. Donc, des fois, on peut se vautrer sur des entretiens, sur des démarches. On se dit, bon, bah voilà. Mais c'est pas grave, en fait. On y va. Ça, c'est un truc, le droit à l'erreur, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses où ils s'empêchent d'eux parce qu'ils ont peur de mal faire. Alors que quand on est étudiant, c'est encore le temps de se planter, Bien et sûr. de se tromper et d'essayer. Toute sa vie. Ouais. Toute Et sa en vie. Sa fait, vie en toute sa soi. vie. L'essentiel, c'est de pas s'arrêter. On a quand même bien grandi là-dessus, je trouve, sur le droit à Ouais, l'erreur. complètement. Ça y est. Enfin, On a passé des étapes. donc, Ouais. Du coup, ça me permet d'un peu de conclure avec, j'allais dire, un peu 3 mots qui me viennent par rapport, du coup, à ce que vous pouvez attendre ou aux conseils que vous pouvez donner. On a retenu en effet l'audace. Je pense la notion d'écoute et d'engagement et la curiosité, on en a beaucoup parlé, mais je pense que voilà, ça regroupe quand même pas mal de compétences aujourd'hui et d'attentes, en tout cas vis-à-vis des recruteurs. J'ai plus qu'à vous remercier du coup pour cet échange. J'espère que ça aura plu en tout cas aux étudiants et futurs étudiants pour cet échange du coup autour de la stratégie de communication, des expériences, de la vision du marché et des tendances. Donc j'ai plus qu'à vous dire au prochain Ça part en com.